la nation iranienne est plus forte que ses opposants. Et en fait, si on fait, quels sont ses opposants? Ça existe. Il y a des mécontentements, des réformistes, tout ça. Mais il savait que maintenant, le danger, c'est la souveraineté territoriale du pays. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta, bienvenue dans ce nouveau podcast géopolitique, Le Grand Jeu. Avant de démarrer, je vous présente le dernier magazine d'Omerta qui est aussi lié à la géopolitique puisque nous nous sommes intéressés à la Moldavie. Voici la couverture, Moldavie qui tire vraiment les ficelles. Et dans ce magazine, vous allez comprendre comment le président français Emmanuel Macron s'ingère dans les affaires politiques de la Moldavie, pourquoi il s'ingère. Vous allez comprendre aussi pourquoi, dans ces ingérences, il est rejoint depuis 30 ans par le travail de fond mené par l'oligarque d'origine hongroise George Soros, et pourquoi, globalement, les réseaux mondialistes ont décidé de cibler la Moldavie pour la ramener dans le giron d'abord de l'Europe de Bruxelles. Vous allez aussi découvrir dans ce numéro comment les souverainistes, les patriotes moldaves s'organisent et vous allez comprendre que les jeux ne sont pas faits en Moldavie, même si évidemment les efforts des mondialistes sont absolument énormes pour capturer ce pays qui est à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, qui, de par sa proximité avec la guerre en Ukraine et d'autre part sa proximité avec l'Europe, est devenu l'un des enjeux géopolitiques du continent. C'est absolument fondamental si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'Europe de Bruxelles, la bataille entre mondialistes et souverainistes conservateurs. Procurez-vous cet excellent magazine. C'est disponible dans plus de 5000 kiosques et évidemment sur notre site internet www.omertamedia.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à ce magazine, ce qui évidemment va aider de manière significative le travail de nos journalistes, puisque je le rappelle, notre média, Omerta, ne bénéficie d'aucune subvention publique. Alors aujourd'hui, donc nouvelle édition du Grand Jeu, avec quelqu'un qui est venu il y a un peu plus d'un mois, et son émission, cet entretien a très bien marché sur notre chaîne YouTube, sur notre application. Sur notre application, d'ailleurs, vous allez retrouver cet entretien dans son intégralité, comme l'intégralité des podcasts. Tous nos podcasts sont en intégralité non censurés sur notre application mobile. Là, vous allez visionner la version courte diffusée donc sur cette chaîne YouTube. J'ai le plaisir de recevoir monsieur le professeur Soltani. Bonjour, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Merci Omerta et monsieur le président. Alors, je le disais, vous êtes venu la première fois il y a un peu plus d'un mois. Votre entretien a très bien marché dans le Grand Jeu. Le Grand Jeu, c'est cette émission de géopolitique. Alors, on a parlé de l'Iran parce qu'évidemment, c'est l'actualité qui, je dirais, qui enflamme les journaux télévisés, les réseaux sociaux depuis plus d'un mois et demi. Depuis que vous êtes venu, la situation a beaucoup évolué. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui toujours dans ce cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Cessez-le-feu qui a été prolongé par Donald Trump, qui, on a l'impression en tout cas, s'est un peu perdu dans la stratégie, s'est un peu perdu dans des déclarations péremptoires, des déclarations contradictoires. Au début de l'intervention, il a dit que ce serait réglé en 5 jours. Après, il a dit que la marine iranienne était totalement détruite, etc., etc. Et puis on a vu que l'Iran avait plus que résisté, en fait, militairement notamment. Elle avait été capable de contre-attaquer, de détruire les bases américaines dans le Golfe, de faire reculer un peu les États-Unis, peut-être aussi d'empêcher une invasion au sol par l'armée américaine. Alors je voudrais savoir justement, puisqu'on est dans ce cessez-le-feu, on peut dresser un premier bilan de cette intervention militaire américaine. Quels sont les points pour vous les plus importants à retenir de cette intervention ? Très bien, merci beaucoup pour votre introduction. Vous avez bien dit résister. Je pense que j'insiste sur ce point. Déjà, un pays
entouré par les pays qui ne sont pas amis quand même, sans mentionner qu'ils sont des amis, avec deux puissants militaro-industriels avec des bombes atomiques, les États-Unis et l'Israël. Juste une parenthèse, les États-Unis ont investi en termes de dépenses militaires autour de 1 milliard. L'Iran, 7 milliards. Israël, 48. Voilà. Maintenant, pour donner une analyse, les États-Unis investissent officiellement 130 fois en termes de dépenses militaires. 130 fois. Ouais, 130 fois plus. Voilà, 130 fois plus. Israël, si je prends le nombre de population, l'Israël 9 millions et l'Iran 80 millions, 90, Israël c'est 40 fois plus, sans tenir compte de l'aide des Américains. Donc, en résumé, maintenant je ne compte pas l'aide que les Israéliens reçoivent des États-Unis. Oui. Donc, c'est vraiment disproportionnel. C'est impossible de résister. Maintenant, si je tiens compte des aides indirectes des pays occidentaux en termes d'intelligence ou d'autres éléments, et les pays arabes qu'ils ont contribué dans cette guerre, je confirme votre analyse que résister, c'est très important. Maintenant, pourquoi d'où vient cette force? Je pense, moi-même, je dirais qu'il y a deux piliers dans cette histoire. L'armée, qui comprend l'armée et les gardiens de la révolution, et le peuple iranien, la nation iranienne, unie. C'est deux piliers importants. Et là, je dirais que ça, c'est un point marquant. C'est-à-dire que pour un pays qui est isolé, 40 ans de sanctions, aucun appui des autres pays. Et là, c'est déjà très important. Deuxième point marquant est que le premier jour, 28 février, le matin, Ayatollah Khamenei a été assassiné avec sa famille. Je pense qu'il était mauvais calcul des États-Unis et les Israéliens. Pourquoi mauvais calcul? Parce qu'ils pensaient qu'en assassinant le guide suprême, l'Iran sera complètement détruit parce qu'après, les peuples et les diplomaties, tout ça, ils vont battre. C'était un mauvais calcul parce que l'Iran, c'est un système très bien structuré et même, je dirais, Ayatollah Khamenei, il était déjà proposé qu'on va vous amener dans 3 endroits. Il avait insisté, non, je voudrais être comme les autres personnes, comme les Iraniens à Téhéran, qui sont attaqués. Et si je me cache, après eux, ils vont dire comment le guide, il est allé cacher. Donc je pense que du point de vue des États-Unis et d'Israël, ils ont fait mauvais calcul parce que ce monsieur Ayatollah Khamenei, il est très intelligent, il est très cultivé. 86 ans, un monsieur qui était là, il a dit non, je ne bouge pas de cette maison, très modeste. Et ce qui est désolant, que sa famille, une petite fille, voilà, de 14 mois, sa femme, etc. Est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait qu'il y a dans le chiisme une dimension de sacrifice? Le martyr est quelque chose de sacré. Et quand on dit martyr, il ne s'agit pas d'aller se faire exploser dans une foule avec une ceinture d'explosifs. Il s'agit finalement d'accepter sereinement la mort qui est vue comme un... Je dirais que, en fait, la valeur du sacrifice pour son pays est placée vraiment tout en haut de la hiérarchie des valeurs. Ça, vous pensez que ça a compté dans le choix de l'ayatollah Khamenei finalement d'aller en fait, d'attendre la mort, d'accepter la mort, parce qu'il savait évidemment qu'il serait visé. Tout à fait. Je dirais effectivement oui, mais je reviens même un petit peu avant. Avant l'islam, si on regarde l'histoire de l'Iran, ce que malheureusement les pays occidentaux, ils ne savent pas. Les dirigeants occidentaux, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Iran. Par exemple, ils n'ont pas lu Ferdowsi, Khayyam, Ibn Sina ou d'autres. Donc la résilience iranienne
n'est pas d'un régime. Ce n'est pas le régime islamique, etc. C'est une civilisation millénaire. Et là, on voit qu'il y a effectivement des poètes, des savants comme Ferdowsi, Hafez, Rumi, Saadi, Omar Khayyam. Ce sont des piliers identitaires. Donc là, c'est avant l'islam. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres parce qu'avec les attaques de Moghols et les Arabes et les Grecs, Alexandre, tout, il ne restait pas beaucoup. Ils ont brûlé beaucoup de livres. Maintenant, avec le chiisme, ça, c'est vrai que c'est un élément très important. Sacrifice, surtout dans le pratique chiite, ça compte beaucoup. Par exemple, comme Imam Hussein, comme Imam Ali. Et là, ils sont des éléments de référence pour les Iraniens, en général. Maintenant, évidemment, dans la religion musulmane, ça existe, mais dans le chiisme, c'est un élément très majeur. Ne pas aller pour être mort, mais être prêt. Sachant qu'après, il y a effectivement la vie, etc. Donc, Ayatollah Khamenei, il avait en tête, parce que déjà, il était déjà ciblé plusieurs reprises. Et je pense que dans sa tête, il a pensé déjà que si je me cache, ce n'est pas un bon signe déjà pour le peuple. Et si je reste ici, c'est un signe que je suis prêt à faire face à votre attaque. Et là, je pense que sur ce point, les États-Unis, l'intelligence, CIA ou Mossad, ils se sont trompés parce qu'ils pensaient qu'en éliminant Ayatollah Khamenei, le pays serait complètement... Ce n'est pas vrai, parce que même son fils, il est, je dirais, à son âge, il est plus cultivé que M. Khamenei. Mais alors, comment l'assassinat ciblé réussi par les Israéliens et les Américains de l'Ayatollah Khamenei n'a pas provoqué une révolution et un changement de régime? Comment on explique que ça n'ait pas fonctionné? Comme je viens de souligner, c'est un système structuré depuis la révolution iranienne en 1979. Et l'Iran avait l'expérience de 8 ans de guerre avec tous les pays, toutes les puissances, y compris les pays de l'Est, que je ne sais pas nécessaire de mentionner, et résister pendant 8 ans à une guerre terrible, sans ressources, sous sanctions, que M. Ayatollah Khamenei, il avait participé lui-même, et son fils actuel, M. Ayatollah Mojtaba Khamenei, il était aussi participé pendant cette guerre, parce qu'il a 53 ans, à l'époque, il avait peut-être très jeune, 20-30 ans. Donc, comment on peut expliquer? Parce que c'est un système que, je dis un mot, il y a quelques leaders iraniens qui disent que nous avons, par exemple, pour les remplacer chefs de l'armée, etc., ils disent, nous avons déjà pensé à 3e niveau et jusqu'à 7e niveau. C'est-à-dire, si première personne est assassinée, 2e personne sera remplacée, 3e, et après, ensuite, jusqu'à 8e. Donc, c'est un système, et les Occidentaux ne comprennent pas comment on peut... comment ce système marche, et malgré les difficultés économiques du point de vue des sanctions, malgré le fait qu'il y a quand même des mécontentements du peuple iranien en termes économiques, sociaux. Et je vous en prie. Oui, parce que on a bien compris, vous l'expliquez très bien, que le système iranien est ainsi fait, et il était préparé à l'élimination du guide l'Ayatollah Khamenei, et qu'il y a une erreur d'analyse des Occidentaux sur ce point. Et on se souvient qu'il y a quelques mois, il y a eu des manifestations à Téhéran de l'opposition. Et finalement, ce qu'on a du mal à comprendre, on comprend la capacité d'adaptation du système. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi l'élimination de Khamenei et de la hiérarchie militaire, parce qu'il y a beaucoup de très hauts responsables qui sont morts. D'ailleurs, qui sont morts, ils étaient avec lui au moment de la frappe. Il y a le chef d'état-major, il y a le chef de l'aviation, etc. Direct. Pourquoi ça n'a pas fait descendre dans la rue
les opposants radicaux au système, les opposants politiques, qu'on a vu dans les rues il y a quelques mois, pourquoi ils ne sont pas descendus pour renverser le régime? Parce qu'après tout, le terrain était libre. Tout à fait. Mais en termes de proportion, la nation iranienne est plus forte que ses opposants. Et en fait, si on fait, quels sont ses opposants? Ça existe. Il y a des mécontentements, des réformistes, tout ça. Mais ils savaient que maintenant, le danger, c'est la souveraineté territoriale du pays. C'est pas... et là, le peuple iranien, il a bien compris que lorsqu'on assassine le guide suprême, oui, c'est pas vraiment... c'est l'Iran qui est ciblé parce que c'est partie intégrante du pays. Il est intégré dans le système parce qu'il y a 40 ans. C'est pas 1 an, 2 ans qu'il est... Donc je pense que ça explique par la force de la nation iranienne qui a bien compris, qui a déjoué les calculs des pays occidentaux. En présentant actuellement, par exemple, ce 53e, 4e jour, et il y a encore des gens qui sont dans toutes les villes, en Téhéran, présents. Maintenant, les opposants, bon, ça existe, je ne nie pas, mais ils pensaient que si on investit, si on intervient, on sera en face du peuple iranien. Parce qu'eux, ils sont présents, une grande majorité. Je ne peux pas dire quel pourcentage ils sont contre ou pour. Mais, donc là aussi. Mais il y a une autre explication, et que le fait qu'il y a un système structuré, ce n'est pas vertical. Et là, ça explique qu'effectivement, tout de suite, ils ont pensé, je pense que ça a duré 10 jours, ils ont déjà fondé l'investiture de son fils, qui est peut-être blessé un petit peu, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, il a bien construit le système en choisissant des dirigeants, d'autres dirigeants qui étaient assassinés aussi, les chefs d'armée, tout ça. Donc, comment on peut résumer tout ça? Je pense que par le fait que déjà, le système a déjà pensé à ça, qu'il y a la possibilité, déjà en juin, il était la question d'assassiner Ayatollah Khamenei. Donc, il avait en tête cela. Donc, ils ont déjà pensé, et je pense qu'Ayatollah Ali Khamenei, il avait en tête qu'il sera un jour assassiné, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il a donné des signaux positifs à d'autres dirigeants, par exemple, le Parlement iranien, ou bien des conseils qui décident pour choisir son remplaçant, et pour les armées, tout ça. Il avait déjà bien pensé. Et maintenant, ils sont en train aussi de penser que s'il y a une autre attaque, comment on peut résister? Donc, je pense qu'à l'intérieur, il y a deux piliers importants qu'on peut compter. Oui. C'est la nation iranienne unie, qui a fait face à ces... Ils ont bien compris que, malgré... Parce que moi, j'ai entendu des femmes ou des hommes, plutôt des femmes, qui ont dit qu'on vient dans la rue, mais on était contre Ayatollah Khamenei, mais on vient parce que c'est la question de danger et pour le pays. Et là, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Vous pensez qu'aujourd'hui... Les femmes dévoilaient qu'ils ont dit ça. Ouais. Vous pensez que la nation iranienne, aujourd'hui, elle est plus soudée, plus unie qu'avant l'intervention américaine? Personnellement, je pense oui. Parce que lors c'est un des réflexe crises, nationaliste, c'est quoi? Lors des crises, toujours, n'importe quel peuple, même le peuple français, lors de la guerre de 1940, ils ont fait le nécessaire. Ils ont fait le nécessaire. Mais l'Iran a des particularités, parce que le fait qu'il n'était pas jamais colonisé, et le fait qu'il était sous sanction pendant 40 ans, qu'il est seul, le pays seul, et deux grandes puissances, et avec tous malheureusement, les explications qu'on va détruire votre pays, on va tuer tout le monde, le peuple iranien avait compris que c'est le moment de ne pas laisser faire. Il faut faire quelque chose. Et là, le fait que
si on prend en compte la combinaison de chiisme, la structure islamique et aussi 40 ans, et aussi le fait qu'ils ont déjà pensé à une structure solide pour après, qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que tous ces éléments, tous ces facteurs montrent que, effectivement, l'Iran, jusqu'à présent, a résisté. Et je pense qu'ils ont déjà un plan pour après. Maintenant, on ne sait pas dans quelle proportion il y aura d'autres attaques. Même, je ne peux pas dire, mais peut-être bombes atomiques, ils disent carrément. Et aussi, je pense que méconnaissance des Occidentaux, surtout M. Trump, ils ne connaissent pas l'Iran ni l'histoire des autres pays. Et aussi des pays occidentaux, ils ne comprennent pas l'histoire des autres pays. Ils attaquent sans savoir est-ce que... Maintenant, on voit les signes, parce que les pays européens, depuis, ils n'ont pas participé. Oui. Officiellement, ils n'ont pas participé. Ils ont dit on ne peut pas intervenir parce qu'ils ont déjà vu les faiblesses de cette pratique. Et les États-Unis, ils étaient dragués par les Israéliens parce qu'ils pensaient qu'avec ce type de pratique, assassinat ciblé qui est illégal, inhumain et contre tous les principes et toutes les valeurs, parce que assassinat ciblé, que je travaille sur ce domaine, j'ai des chiffres depuis 1956. Et là, je pense qu'ils ont fait, et peut-être, elle est peut-être un petit peu protégée mieux, à mon avis, protéger mieux des chefs de l'armée, peut-être, il fallait faire. Maintenant, je ne suis pas dedans, je ne sais pas comment. Mais assassiner, déjà une parenthèse, assassiner quelqu'un dans sa maison qui est arrivé à plusieurs chefs de l'armée, avec la femme ou la fille qui n'ont rien à voir avec le chef supposé, par exemple, qu'il faut être assassiné. Je pense que c'est un acte d'assassinat et il fallait peut-être... Voilà. Et le peuple iranien, en tout cas, ils ont bien compris que ce n'est pas le moment d'intervenir. Il y aura d'autres éléments, il y a d'autres moments qu'on peut protester, Et aussi, peut-être, il y a un point. Moi, je suis très critique en termes économiques vis-à-vis de ce gouvernement. Mais, honnêtement, ils ont fait le nécessaire. Oui. Honnêtement, ils ont fait le nécessaire. Ils ont augmenté ils ont déjà, en termes d'alimentation, tout ça, c'est déjà prévu. Et ils ont donné plus que nécessaire, augmenter des salaires des ouvriers, c'est vrai par qu'il n'y a exemple. pas de pénurie dans les il n'y a magasins pas. d'alimentation. Honnêtement, il n'y a pas, même en termes Il y a de l'essence dans les stations-service. Voilà. Surtout en termes d'alimentation, pour que les gens ne disent pas... Voilà. Oui, il n'y a pas faim. Et là, il y a même un sondage qu'hier j'ai entendu, 80% parmi des éléments qu'ils disent, 80% ils sont satisfaits de performance, de la gestion du gouvernement, parce que voilà, il n'y a pas pénurie dans les magasins, dans les supermarchés. Voilà. Et là, c'est assez sympa. Ça. Alors, il y a une médiation là, qui a été initiée puis confiée au Pakistan. Pourquoi le Pakistan est le pays qui a été choisi puis qui s'est peut-être imposé comme le médiateur entre Iraniens et Américains? Bon, le Pakistan, c'est un pays musulman, comme un Oman qu'ils pouvaient faire. Ils ont de très bonnes relations avec les pays de Golfe, où ils pensaient qu'ils ont même des contrats avec l'Arabie Saoudite en termes de la défense. Ils ont aussi un lien avec la Chine. Parce qu'après, je vais mentionner quelque chose d'important en termes de la Chine. Le Pakistan est intervenu, l'Iran n'a pas demandé, le Pakistan est intervenu parce qu'ils ont aussi une sorte de relation, disons, amicale avec les États-Unis. Surtout leur chef de l'armée. Et avec l'Iran. Donc avec l'Iran aussi, oui, l'Iran exactement. Parce que l'Iran est intervenu à plusieurs reprises entre les conflits pour Afghanistan et Pakistan pour résoudre le problème. Donc les Pakistanais, ils comprennent qu'ils ont besoin de l'Iran. D'accord. Voilà, ils ont besoin de l'Iran et ils ont besoin surtout de la Chine. Parce que le Pakistan a aidé beaucoup la Chine. Oui. Voilà. Et pourquoi le Pakistan, l'Iran n'a pas demandé, peut-être d'une manière indirecte, ils ont fait, voilà. Et donc, peut-être on peut continuer et sur pourquoi le débat, en fait,
pour l'instant, n'est pas résolu, mais le Pakistan a été choisi pour cette raison. Maintenant, si vous permettez, je vais mentionner, avant que j'oublie, l'importance de la Chine dans cette histoire. Et la Chine est déjà a de très bonnes relations avec l'Iran, a un contrat de 25 ans qui a signé à l'initiative de Ayatollah Khamenei. Ici, j'ai des photos de lui. Pour la fourniture. Pour la fourniture et aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire, même il y a des équipements, tout ça. Du pétrole, des équipements. Voilà. Un contrat très bien structuré, signé récemment, mais la rencontre avec le Ayatollah Khamenei, il était 2016. Et c'est le Ayatollah Khamenei qui avait initié cette relation avec le président chinois. Si on peut expliquer, donc l'objet du contrat, c'est l'Iran fournit des matières premières, notamment du pétrole, évidemment, et en retour, la Chine apporte des financements. 400 milliards dans le contrat, c'est considérable. C'est considérable. Dans le contrat, en fait, le chiffre n'est pas indiqué, mais dans les annexes, on voit qu'il y a des investissements, des équipements importants, 400 milliards de dollars. C'est énorme. Énorme. Maintenant, la Chine, à mon avis, a joué un rôle très important. Pourquoi ? Si vous permettez, je vais vous montrer. Par exemple, il y a un Bahreïn, de la part des États-Unis, sous la pression des États-Unis, avait commencé au Conseil de sécurité une sorte de résolution contre l'Iran. C'est-à-dire que, voilà, blocage du droit d'Ormuz, c'est illégal, on peut. Dans la première version, parce que moi j'ai étudié ce cas, dans la première version de cette résolution a été marqué que contre l'agression de l'Iran, droit Hormuz, contre les pays du Golfe. Oui. La Chine et la Russie, ils ont dit non, on ne peut pas accepter ça parce qu'il y a l'article 7. Oui. L'article 7 du Conseil de sécurité qui permet d'intervenir d'une manière agressive. Ils ont enlevé cet article, les Bahrainis. Ils ont enlevé cet article. Ils ont modifié leur bill, en fait, on dit. Ce n'était pas eux. Ils ont dit non, encore modifié, c'est pas bon. 7 avril, ils ont amené avec les modifications, sans tenir compte de cette agression. La Chine dit, mais finalement, qui a agressé l'Iran ? Vous ne mentionnez pas que les États-Unis et l'Israël qui sont responsables. Oui. Donc, la Chine et la Russie, ils ont voté contre. Et là, à mon avis, parce que je suis familier avec les histoires, ça jouait très important. Donc, il y a des commentateurs arabes, ils ont dit qu'avec tout l'argent qu'on possède, la Chine a choisi l'Iran et pas les pays de Golfe. Parce que les pays de Golfe, ils ont énormément de ressources financières et la Chine peut très bien profiter de leur investissement, investir là-bas. Il y a des commentateurs arabes, ils ont dit que la Chine a choisi l'Iran et pas nous. Comment vous l'expliquez, ce choix ? Est-ce que c'est géographique ? Géographique. L'Iran protège la Chine, quelque part ? Ou est-ce que je pense que parce que l'Iran est... Monsieur les pays arabes sont trop liés aux États-Unis ? Très bien. Je pense qu'on a mentionné la dernière fois, le but, un des objectifs majeurs des États-Unis, c'est attaquer la Chine, la puissance économique de la Chine, et aussi barrer la route de la Chine vers l'Asie et les pays de Golfe. Donc, la dernière fois, on a dit qu'il y a une sorte de rencontre prévue au mois d'avril. Avril est passé. Oui. Parce que Trump, il voulait aller voir le président chinois, dire, voilà, maintenant on a détruit l'Iran, vous n'avez pas la carte d'Iran. Parce que la carte d'Iran est importante pour la Chine. Absolument. Donc maintenant, il a reporté pour fin mai la rencontre. Donc, je pense que la Chine, l'Iran est très importante pour la Chine en termes géographique, en termes économiques, évidemment, ils ont des intérêts importants. Donc, aussi le fait que la Russie n'était pas aussi favorable, parce que la Chine et la Russie, ils travaillent un petit peu ensemble. Oui. Et le fait qu'ils ont compris que finalement, l'objectif majeur des États-Unis est un petit peu, pas l'Israël, parce que l'Israël, il va attaquer l'Iran, n'est pas la Chine. Oui. Donc, les États-Unis visaient plutôt la Chine
pas la Russie, parce que le fait que la Chine aussi a besoin du pétrole. La Russie n'a pas besoin. Donc, ils ont actuellement 1,2 milliard la réserve pour 3 mois. Les Chinois, ils ont. Donc, les États-Unis, ils ont dit, bon, maintenant, on va attaquer, on va récupérer les endroits pétroliers de l'Iran, et la Chine ne possède plus. Maintenant, avec les pays arabes, on peut accommoder, leur dire, ne donnez rien. On va coincer les Chines sur la politique étrangère. Et la Chine, ils ont bien compris, et à mon avis, ce vote contre la résolution de Bahreïn 7 avril 2026 était très important. Moi, je m'inquiétais beaucoup parce que s'il avait abstenu, ne pas voter contre, ben, c'était la voie ouverte pour le... Donc, ils ont dit, non, on ne peut pas accepter, parce que dans votre présentation, vous ne dites pas qui est agresseur. Et c'est les États-Unis et la Chine. Je pense que ce vote montrait un signe aux États-Unis que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez ici. Vous n'êtes pas chez vous. Je pense qu'indirectement, la Chine a dit aux États-Unis et Trump, vous n'êtes pas chez vous dans cette région. Nous sommes aussi partie intégrante et partie de protagoniste de ce système. Et là, je pense qu'à ce moment-là, Trump a compris un petit peu que ce n'est pas aussi facile qu'il pensait. Je pense que c'était très important. Oui, la relation ça, entre la Chine, la Russie et le fait que la Chine a préféré l'Iran que les pays arabes, malgré tous les ressources financières qu'il possède. Est-ce qu'il n'y a pas au cœur de la décision de Donald Trump un problème justement d'analyse? Vous disiez que bon, il y a l'Iran est un pays qui est peu connu des Américains. On a l'impression que Donald Trump qu'il n'ait pas la culture de l'Iran et qu'ils ne connaissent pas. Bon, à la limite, ça c'est inhérent au président américain, quel qu'il soit. Ils ont une culture internationale qui est assez limitée. Enfin, il y a des analystes aux États-Unis qui sont quand même spécialisés sur l'Iran. Il y a des Iraniens qui vivent aux États-Unis, etc. Comment on explique qu'au plus haut niveau de décision mondiale, le président des États-Unis, on soit intoxiqué par un diagnostic qui n'est pas le bon, des analyses qui ne collent pas à la réalité? C'est quand même étrange. Tout à fait. Étrange, mais aussi compréhensible. Pourquoi? Parce que Trump ne connaît pas la diplomatie, n'a pas fait l'expérience de l'armée. C'est vrai. C'est pas voilà, il n'a aucune expérience politique. Le seul enjeu, les éléments qu'il connaît, c'est un petit peu parler trop, un petit peu désolé. Maintenant, on voit déjà à l'intérieur du système, l'administration américaine, déjà il y a 4 ministres qui étaient démissionnés. 4 ministres. 6 personnes de l'administration, y compris le monsieur Kett qui était très important, et 20 chefs de l'armée, 20 généraux qui ont été mis à l'écart ou bien démissionnés. Il y a 2 jours, le ministre de Marine, que je compte dans les 6 aussi. Donc, il y a une sorte à l'intérieur, il n'écoute personne. Trump, il n'écoute personne parce qu'il pense qu'il est allé au Venezuela, capturer quelqu'un, voilà, etc. Mais il ne comprend pas déjà. Si on prend méconnaissance de la région, même méconnaissance de la région, ce n'est pas l'Iran, ils ne connaissent pas même les Arabes. Méconnaissance de la relation entre la Chine et les États-Unis. Et aussi le fait que, effectivement, autour de lui, il y a des gens qui essayent de le pousser comme ministre de l'armée, maintenant on dit ministre de la guerre, et qui le poussent à faire ministre des Affaires étrangères, qu'ils disent, bon, c'est pas nous qui nous voulions la guerre, c'est plutôt l'Israël. Je pense maintenant, personnellement, je dirais, il y a quelque chose mystérieux dans cette affaire. Est-ce que les Israéliens, ils ont quelque chose contre lui? Parce qu'il est assez étrange que comment un président des États-Unis peut être piégé par Benjamin Netanyahu. Ou par son gendre. Par son gendre, effectivement. 6 milliards $,
qu'il a ramassé dans cette histoire, 6 milliards. C'est-à-dire, cette guerre, il y a des calculs de New York Times qui montrent qu'il a gagné autour de 6 milliards de dollars dans cette guerre. Donc je pense que comment Donald Trump, est-ce qu'il était piégé, est-ce qu'il y a... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, voir comment un homme politique, même s'il n'a pas des expériences importantes, Oui. est-ce qu'il y a des choses, des cartes importantes dans les mains de Netanyahou contre lui? Certainement, il y a quelque chose, parce qu'on ne peut pas... Il faut penser aux Américains. Vous croyez que c'est quoi? C'est l'affaire Epstein? Vous croyez personnellement, je pense que l'affaire Epstein, ce n'est pas l'aspect... Parce que, si vous le permettez, personnellement, je pense que le file de Epstein, ce n'est pas un dossier de sexe, tout ça. Je m'excuse à prononcer ce mot. C'est un dossier politique. Parce que je me suis intéressé, je suis allé un petit peu étudier des cas. La relation avec ce monsieur, Epstein, avec les banques d'investissement, n'a rien à voir. Les banques d'investissement, on emprunte, c'est tout. Mais banques d'investissement, c'est pas des banques d'investissement qu'on emprunte, c'est plutôt les banques commerciales. Tout ce qui concerne la politique étrangère, ce monsieur n'est pas un diplomate. Jeffrey Epstein n'était pas un diplomate. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire avec tel ou tel dirigeant de tel ou tel pays? Et il a contacté tous les dirigeants du pays. L'Iran, par exemple, j'ai cherché, il y a des choses dedans, mais comment ce monsieur il s'intéresse à l'Iran? Quel est le lien entre ce monsieur qui est peut-être il y a des relations avec tel et après il y a avec l'Iran. Donc il y a plusieurs éléments qui montrent que ce dossier est un dossier politique, n'est pas un dossier comme les médias montrent. Avant, ils montraient il y a des relations avec la Russie. Après, non, c'est pas la Russie. Et finalement, ils sont revenus. Non, c'est un dossier. Et même, je dirais que les médias américains est plus avancé sur ce dossier que les médias occidentaux. Français, ouais. Et il démontre, parfois j'ai des informations que je regarde, mais aussi personnellement, moi je suis allé étudier ce dossier, pas complètement, mais d'une manière, j'ai compris qu'il y a quand même quelque chose assez mystérieux dans le dossier. Pourquoi on ne parle pas trop? Pourquoi le ministre de la Justice qui a démissionné, après il était écarté? Pourquoi il ne montre pas tous les dossiers? Et quand même, il y a des choses assez importantes. Maintenant, en résumé, je dirais qu'il s'est trompé vis-à-vis des États-Unis. Parce que les États-Unis, maintenant, ils n'ont pas une image propre vis-à-vis des autres peuples. Ils ont perdu leur crédibilité à tous les niveaux. Même maintenant, s'il gagne, il dit que par les propos qu'il tient, il dit nous avons gagné la guerre et tout est détruit. Imaginons l'Iran est totalement détruit. Imaginons. Oui. Mais est-ce que les États-Unis sont gagnants? Non, les États-Unis ne seront pas gagnants parce que la Chine est toujours là. Mais personnellement, moi, je pense qu'ils ne peuvent pas revendiquer qu'ils ont gagné la guerre. Ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent détruire beaucoup de choses et les Iraniens, ils résistent encore. À la fois l'armée, les gardiens de la révolution, ils résistent. Parce que chaque fois que Donald Trump va prendre des positions un petit peu plus vigoureuses, je vais détruire votre civilisation, les Iraniens, ils sont plus vigoureux. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas faire. Il y a plus de monde après dans la rue, chaque fois. Donc, il essaie de provoquer pour qu'ils peuvent déclencher quelque chose. Maintenant, pour l'instant, voilà, il faut être prudent et modeste aussi. Je pense qu'il faut être modeste vis-à-vis de l'Iranien, il doit être modeste, vigilant et aussi avec prudence, parce qu'il peut faire, il est un petit peu dans l'imagination qu'on peut détruire, parce qu'il est très fâché, Trump. Il est très fâché. Il est vexé. Très vexé, parce qu'il n'arrive pas, il pensait que c'est un seul homme qu'il peut diriger le monde, il ne comprend pas, et la Chine, maintenant, il est là, il est toujours présent, ils disent non, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, et les pays arabes aussi, ils commencent un petit peu de comprendre que ça ne passe pas comme d'habitude. Donc, on sait que Donald Trump aime le rapport de force, on sait qu'il a la diplomatie du deal, on sait que voilà,
comment dirais-je, il a fait plier beaucoup de dirigeants, notamment des dirigeants européens, mais pas que. En face de lui, est-ce que vous pourriez nous expliquer, puisqu'il y a une délégation de négociateurs iraniens qui ne communiquent quasiment pas, et on se demande un petit peu quel est le profil de ces négociateurs iraniens, et plutôt quelle est un peu leur démarche intellectuelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'art de la négociation du côté des Iraniens? Comment ça se passe? Je pense que le mot clé est donné par Ayatollah Mojtaba Khamenei. Il a fait une sorte de feuille de route que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. D'accord. Et là, ils n'ont pas le choix. Les diplomates iraniens, ceux qui négocient, y compris porte-parole de Majlis, le Parlement, ils ont compris. Donc là, c'était très intelligent. Ils disent, j'ai lu son discours. Il y a une ligne rouge. Voilà, ligne rouge, uranium, droit Hormuz, et aussi négociation sur des sanctions. Donc là, ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est le premier point important. Parce que s'il n'avait pas fait, après, il était un petit peu... Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait. Oui, ça peut partir dans tous les sens. Deuxième point, à mon avis, je pense que ces gens qui négocient, ils ont peur de la nation iranienne. Parce que dans la rue, on entend que le peuple iranien, ils disent on ne veut pas être naïf et donner des uranium ou bien droit Hormuz, liberté, tout ça. Je pense que, parce qu'il y a des sondages que même le média iranien, maintenant, il montre que le peuple iranien ne veut pas. Il dit, maintenant, peut-être par naïveté, je ne sais pas. En tout cas, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que j'ai entendu un petit peu des choses contradictoires vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères. Mais après, tout de suite, ils ont dit, non, on va garder la feuille de route de Ayatollah Khamenei. Aussi, ce que le peuple iranien veut. Donc là, ça c'est deuxième. Et après, ils ont compris que finalement, la politique américaine n'est pas aussi intelligente qu'on pense. Parce que chaque fois, ils changent les objectifs, les perspectives. Ils disent une fois telle ou telle chose. Et ils sont vexés aussi. Parce qu'ils disent, oui, mais on est venu 2 fois pendant les négociations, vous nous attaquez. Maintenant, troisième fois, vous faites la même chose. Donc, ce n'est pas la peine de venir. Et pourquoi on vient, pourquoi faire? Donc, et là, c'est pour ça que même lorsque Trump avait proposé 15 points et les Iraniens 10 points, ils ont dit que maintenant on est d'accord avec 10 points et ils ont mis encore, non, le Liban, il faut qu'il soit intégré dans le... Maintenant, je pense qu'il faut qu'il aille plus loin, c'est pas seulement... Il faut qu'il insiste le fait que si même Trump signe aujourd'hui qu'on n'attaque pas l'Iran, on ne peut pas faire confiance à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est fiable en termes de la politique internationale et aussi en termes régionaux. On ne peut pas, même les pays arabes, ils ont compris qu'on ne peut pas faire confiance à ce type de personnes, malgré le fait que c'est alentour de lui, il y avait des gens intelligents, ceux qui l'avaient démissionné. Ils ont dit, on ne peut pas, même les CIA ou des autres, les armées, ils disent, vous ne pouvez pas détruire l'Iran parce que c'est un très grand pays. Même si vous récupérez la partie de cartes ou tout ce qui est pétrolier, vous ne pouvez pas le garder éternellement. Et après, il y a la Chine qui ne laisse pas le faire. Donc, tous ces éléments expliquent que les diplomates qui négocient ou les gens qui négocient, ce n'est pas seulement des diplomates, parce qu'il y a aussi porte-parole de... Voilà, et aussi le fait que leurs amis et leurs copains étaient assassinés. Ils sont un petit peu une sorte de conscients, un petit peu gênés parce qu'ils disent, oui, mais il était assassiné et nous allons faire compromis. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, ces 3 points, c'est-à-dire que déjà, la feuille de route que Ayatollah Mojtaba Khamenei avait donné une sorte d'instruction, le fait que la nation iranienne ne veut pas céder, ne veut pas céder, et ces gens, ils veulent rester au pouvoir. S'ils veulent rester au pouvoir, la nation, il dit, on ne peut pas vous garder après.
Parce que nous ne sommes pas pour laisser céder en termes uranium, en termes de droit Hormuz, tout ça. Et aussi le fait qu'il était un petit peu dans la difficulté parce que leurs copains, si vous voulez, leurs amis étaient assassinés d'une manière assez... Ils pouvaient être à leur place. Et leur famille aussi, les familles de ces leaders, de ces chefs d'armée. Et les pastorans. Parce que maintenant, dans le média occidental, c'est les pastorans qui dirigent l'Iran. Ce n'est pas vrai, mais indirectement, on peut dire qu'ils ont la main forte dans ce dossier de négociation. Les diplomates qui vont aller là-bas, ils n'ont pas la main libre. Parce que les cartes sont dans les mains des pastorans. En termes de résistance, en termes de droit Hormuz, en termes d'uranium, tout ça. Les négociateurs, ils n'ont pas ces cartes. Ils peuvent très bien dire que c'est un système, évidemment, structuré, c'est pas dirigiste, mais en même temps, les gardiens de la révolution, ils ont la main forte parce que pendant la guerre, comme n'importe quelle guerre, ce qu'ils possèdent, la carte de résister, c'est les armées. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Donc, les gardiens de révolution et l'armée aussi, Artesh iranienne, ils ont la main sur ce type de dossier et les négociateurs ne peuvent pas négocier d'une manière qu'ils souhaitent. Si même eux, ils souhaitent. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'ils ont peur de leur peuple national iranien et aussi les feuilles... Les points rouges, les feuilles de route qui a instruit par Ayatollah Mojtaba Khamenei. Alors, on va faire un petit tour par le Liban quand même, c'est important parce qu'il faut que vous nous expliquiez. L'armée israélienne intervient officiellement pour détruire la menace du Hezbollah. Dans les faits, ça ressemble maintenant à une occupation du sud Liban et peut-être à une tentative de s'accaparer une partie du territoire libanais. On dit que le Hezbollah, c'est une milice chiite, mais qui a des liens avec l'Iran, des liens très étroits avec l'Iran, qui est financé par l'Iran, qui est armé par l'Iran, dont les combattants sont formés par l'Iran. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour les gens qui ne connaissent vraiment pas du tout, mais qui entendent parler de ça tous les jours, pourquoi il y a un lien aussi fort entre l'Iran et le Hezbollah et quel est l'intérêt de l'Iran, qui a son propre territoire vaste, très riche, de maintenir comme ça et d'aider une milice chiite libanaise. Pourquoi l'Iran fait ça ? Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Pour retrouver ce podcast en intégralité, rendez-vous sur notre application ou depuis notre site internet omertamedia.fr. À très bientôt.